Relation d'autorité, le dialogue est-il possible? On veut vraiment vous parler ce soir de la capacité qu'on a de créer un dialogue, même quand c'est avec des gens qui ont plus d'autorité que nous ou moins d'autorité que nous, et même on va regarder qu'est-ce que ça veut dire en tant que collègue. Comment on fait pour créer des dialogues? C'est quoi ça, la notion de dialogue, Valérie? Effectivement, je pense que pour bien comprendre les enjeux dont on veut discuter ce soir, on veut vraiment expliquer c'est quoi cette notion-là de dialogue, qui est vraiment un espace de partage, une façon d'être ensemble, quel que soit le contexte, qui permet à chaque personne de s'amener, de dire ce qui est vraiment là pour elle, d'amener ses opinions, d'amener son point de vue particulier, d'amener ses idées, son vécu, son sentiment, ses besoins, ses valeurs, ses aspirations. Comment chaque personne amène un ingrédient particulier à ce qu'on fait ensemble. Et c'est vraiment une place où on veut vraiment s'amener pour pouvoir influencer ce qu'on va créer ensemble. Et aussi, on veut vraiment créer un espace où les autres peuvent s'amener. Et pour se laisser influencer, nous aussi, par rapport à ça. Pour que ce qu'on va faire ensemble après va vraiment être une façon, un composite, si on veut, des ingrédients que tout le monde a amenés. Donc, c'est vraiment un espace particulier, une façon d'être particulière que c'est que le dialogue. Ça fait penser, Valérie, quand tu dis ça, c'est comme le contraire du débat. Ah oui, c'est vraiment le contraire du débat, en fait. Où on a tendance à essayer de prouver qu'on a raison ou de prouver que l'autre a tort. Donc, on est dans une dynamique de confrontation, tandis que là, ce que tu décris, c'est vraiment une dynamique de collaboration et d'échange. Il y a vraiment une distinction à faire entre tenter de convaincre versus influencer en amenant ce que moi je suis, comment moi je vois ça, sachant que toutes les solutions de tout le monde ne peuvent pas être prises, ne peuvent pas être adoptées, c'est impossible. Mais est-ce qu'on a été pris en considération, est-ce qu'on a vraiment pris en considération ce qui était là et fait le mieux qu'on pense avec tous ces ingrédients-là? Alors voilà l'espace de dialogue. Absolument. Donc c'est pas une longue série de monologues, ok? C'est vraiment une place où on se laisse imprégner de ce qui est là. Jean-Philippe, on parle de dialogue, on est dans un contexte de travail. Pourquoi c'est important le dialogue au travail, selon toi? Pourquoi on se casse la tête à parler de ça là, ce soir? Ouais. Pourquoi? Je vais essayer de vous écrire ça au tableau et d'être très visible. Le premier, pourquoi on est ensemble en organisation, pourquoi on forme des équipes, pourquoi on a besoin de se parler, c'est parce que d'abord et avant tout, on veut atteindre des résultats. Malgré que je travaille au point de vue de la communication, le but d'être ensemble en une organisation, c'est pas d'être ensemble. Le but, c'est d'atteindre des résultats, des objectifs. Produire quelque chose. Que ce soit des services, que ce soit des produits, que ce soit quoi que ce soit, là. Il y a la raison pour laquelle on est ensemble, effectivement, c'est pour des résultats. Ouais. Et il faut que ce soit des résultats sur lesquels on s'est entendu, que tout le monde, on soit d'accord sur, OK, c'est par là qu'on s'en va. Et donc, pour être capable de poser des actions, hein? Des actions qui vont dans le sens de ces résultats-là. Donc, on pose des gestes, on fait des efforts qui vont dans ce sens-là. Et pour que ces actions-là arrivent, c'est bien sûr, il faut de l'engagement, il faut de l'énergie. Ça n'arrive pas juste comme ça, de faire des actions. Ça arrive une fois qu'on est engagé, qu'on est mobilisé, qu'on a une motivation qui arrive là pour aller vers ces résultats-là. Et d'où on la tient, cette énergie-là, cet engagement-là? On la tient de nos relations. L'engagement vient de notre capacité à être en relation, à créer de l'énergie. Et l'outil magnifique que l'on dispose, c'est le dialogue pour créer de la relation. OK? Puis là, je vais vous faire une petite pyramide comme ça. J'aime ça. Donc, pour atteindre les résultats, il faut avoir des actions, il faut créer de l'engagement, et pour créer de l'engagement, il faut des relations. Donc, c'est pas juste un détail, c'est pas juste ça serait le fun d'avoir des dialogues. Si on veut être une équipe, une organisation performante, à atteindre ces résultats, on a besoin, en fait, de dialogue. C'est-tu convaincant, ça, comme... Je pense que oui. Moi, je vais dire ce que je comprends de ça. Vas-y. C'est comme si, pour avoir cet engagement-là, on va pouvoir
dire qui on est. C'est là la place du dialogue. Je me trompe-tu? Oui. Puis vraiment entendre l'autre. Donc là, je vais être engagée, je vais être motivée. Puis je ne vais pas être 30% là ou 50% là. Si on a vraiment des relations satisfaisantes, on a des dialogues qui sont vraiment authentiques et constructifs, on va pouvoir s'amener complètement. Ça a-tu rapport entre les deux affaires que je dis? Oui, Okay. j'aime Okay. ça, comment tu le Okay. dis. Ça... La raison pour laquelle on vous parle de ça aujourd'hui, puis on vous parle de... Bon, pour plusieurs d'entre vous, c'est pas la première fois que vous nous entendez parler de dialogue, de relations. C'est vraiment le corps de notre travail. Par contre, aujourd'hui, on veut vous parler parce qu'il y a des enjeux particuliers dans les relations où il y a un décalage hiérarchique, où on a des relations de pouvoir, des relations d'autorité. Ça crée des défis vraiment singuliers pour avoir un vrai dialogue, une place où on se rencontre d'humain à humain qui essaye de faire quelque chose ensemble. Dans la relation d'autorité, il y a un pouvoir structurel. Il y a une place où, de par son rôle, il y a une personne, ou des personnes, c'est sûr, ça se multiplie, là, mais il y a donc une personne qui a une capacité d'utiliser certaines formes de pouvoir qui peut moduler le bien-être des autres, OK? Qui peut augmenter ou diminuer le bien-être des autres. Le pouvoir, ce pouvoir-là, comment il se traduit? Il se traduit par la capacité de récompenser ou de punir, par exemple. La récompense va ressembler à donner de l'accès à des promotions, à des projets particuliers, des possibilités d'avancement, des bonus, des promotions, etc. Bon, donc la capacité d'avoir plus, de grandir, d'avoir plus de plaisir, etc. Bien, la capacité de punir, en quelque part, ou quand ça ne fait pas l'affaire, la crainte, c'est aussi de perdre accès à ça. De perdre accès à ça, ça peut aussi se traduire par des mesures disciplinaires, ça peut même être le congédiement. On ne peut pas faire fi de cette réalité-là de pouvoir qu'on a les uns sur les autres dans un système hiérarchique. On peut vouloir viser autre chose, puis créer autre chose que de la hiérarchie. C'est bien parfait. Par contre, aujourd'hui, en 2014, au Canada, il y a beaucoup de hiérarchie. Alors, comment on compose avec ça pour quand même se donner des possibilités d'avoir des vrais dialogues qui peuvent être intéressants et enrichissants malgré ces défis-là particuliers? L'autre aspect que j'amènerais, Valérie, en plus de cette différence-là de pouvoir, il y a aussi le niveau d'imputabilité. Ah oui. Votre patron n'a pas le même point de vue que vous. Votre employé non plus. Et votre employé non plus. Et donc, des fois, les enjeux, les besoins fondamentaux qui sont en lien avec ça sont pas les mêmes. Et on essaie d'avoir des conversations et on se rate. Donc, comment on fait pour prendre en considération cette façon de voir différente-là que vous avez entre employé et patron pour être capable de vous rejoindre? Puis en fait, dans ces deux éléments-là qu'on vient de nommer, ça cause une certaine distorsion, en fait, dans la capacité d'avoir des dialogues. Et là, ce qu'on voudrait vous donner, c'est quelques trucs pour justement réajuster et se donner des conditions pour avoir des dialogues intéressants. Fait que là, on va parler des trois différentiels de pouvoir, soit patron-employé, employé-patron, puis collègue. On va vous donner des trucs pour avoir des dialogues dans ces trois zones-là. On va commencer avec quand on veut avoir un dialogue. Donc, on a un point de vue, il y a quelque chose qui se passe, il y a des suggestions qui sont faites, il y a des orientations, il y a des décisions. Et là, on n'est pas nécessairement d'accord ou on a autre chose qu'on voudrait dire ou on aimerait ça rentrer dans un espace de dialogue avec une personne qui est en supériorité hiérarchique face à nous. Donc, avec une patronne, avec un patron. Quels sont les ingrédients particuliers auxquels il faut vraiment porter attention pour créer les conditions favorables pour avoir la possibilité d'avoir un dialogue? Ce qu'on ne veut pas oublier, c'est que, donc Jean-Philippe vient de le nommer, cette personne-là a un point de vue différent, est imputable de choses différentes, regarde nos buts et là où on est rendu d'un point de vue qui est différent du mien. Et il est important, et en plus de ça, je ne veux juste pas oublier, en plus de ça, en général, plus on monte en hiérarchie, plus les gens sont débordés et sursollicités. OK? Alors, comment je fais, moi, pour dire, OK, là, je voudrais vraiment ça avoir un dialogue, c'est important pour moi, je sais que ton temps est précieux, je veux vraiment, donc le truc est ici, signifier à quel point moi je suis consciente et sensible du différentiel de point de vue, et aussi que son temps est important. Et donc, je veux être capable de signifier que ce que je veux amener est en alignement avec ses buts et ses préoccupations. Je ne veux pas l'oublier
Alors, il va y avoir différents moments, différentes façons de l'aborder, différentes occasions, mais de vraiment donc être capable de dire, premièrement, est-ce que c'est un bon moment? Combien de temps je voudrais avec toi? Je veux te parler de ceci et ça a rapport avec tel but commun qu'on partage ensemble. Voilà pourquoi je veux te nommer ça. Si je le dis différemment, Valérie, en fait, c'est votre job de trouver la bonne façon qu'ils vous entendent. C'est ça le défi, c'est d'être entendu et d'être pris en considération, étant donné le différentiel puis le temps qui manque souvent dans l'organisation. Oui. Oui. Deuxième situation pour créer un dialogue, des conditions avec un dialogue avec les employés. Ce qui arrive quand vous êtes en position hiérarchique, les gens ont tendance à être plutôt silencieux ou certainement à être à l'affût si vous allez les rejeter ou les apprécier. C'est très, très, très sensible quand on est en autorité. Donc, si vous voulez vraiment savoir ce que les gens pensent, ce que les gens ressentent, les idées qui pourraient être peut-être à côté de la traque, ça va être votre job en tant que patron de vraiment encourager la dissension. C'est drôle à dire, hein, parce qu'on veut créer de la collaboration. Je dis ça parce que vous voulez être proactif en disant, écoutez, je suis vraiment ouvert aux suggestions qui sont différentes de la mienne. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à la décision qu'on s'enligne présentement? Donc, de vraiment poser des questions. Et en fait, l'autre chose importante, c'est après avoir posé la question, c'est arrêter de parler. Et écoutez la réponse! L'écouter pour vrai! Okay. L'écoute est cruciale à ce moment-là parce que, étant donné que vous êtes en autorité, tout ce que vous allez dire, autant dans votre non-verbal que dans votre propos, c'est décuplé par rapport aux employés. Si vous levez le sourcil en voulant dire, ben alors, franchement, vous allez voir que toute votre équipe va juste arrêter de dire des choses, ils vont se sentir menacés. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment créer un espace où c'est très facile pour eux de dire qu'ils ne sont pas d'accord, qu'il y a telle autre opinion. Et comme ça, vous allez en entendre plus de choses sur le projet, sur les décisions, sur des solutions possibles à vos problèmes en tant que patron. Ce que je rajouterais, parce que c'est vraiment un blocage ou une crainte qu'on rencontre beaucoup quand on aide les gens à créer des dialogues, quand on est en position d'autorité, c'est pas parce que quelqu'un vous amène une autre opinion que vous devez l'adopter. Je vais le redire. C'est pas parce que quelqu'un a une autre opinion, une autre façon de faire, une autre suggestion, et que vous vous donnez la peine de l'écouter, que vous devez l'adopter. Ce sont deux choses différentes. Prendre en considération sincèrement, être ouvert à l'idée d'être influencé par ça, et de facto juste adopter une autre opinion parce qu'elle a été dite, c'est deux choses différentes. Alors, c'est cette posture-là qu'on veut apprendre à cultiver, d'être vraiment ouvert, à se faire influencer, à entendre autre chose, à se dire « Hey, j'y avais pas pensé à ça » ou « Ah, tiens, un autre point de vue ». Et ça ne veut pas dire que je suis obligée de le prendre. Peut-être que ça va juste moduler. Peut-être que je vais choisir de le prendre. Peut-être pas. C'est ça la différence. Alors, donnez-vous de la place, puis en même temps, ouvrez-vous. C'est la proposition. Effectivement. La troisième situation, Valérie, tu veux nous parler de qu'est-ce qu'on fait quand on est des collègues? Et que là, il y a en fait, le pouvoir structurel est le même. Donc, il ne nous reste que du pouvoir d'influence. Il ne reste que du pouvoir d'influence, effectivement. Écoutez, je reviens un peu à ton diagramme, Jean-Philippe. Quand on veut avoir des conversations qui sont des fois un peu plus difficiles, plus délicates, plus ardues, même dans certains milieux, dans certaines conditions, on veut être capable de se ramener au sens, se ramener à l'orientation. Pourquoi on est là, donc? On sert quoi? On est au service de quelle valeur, quel but, quelle orientation? Et donc, de pouvoir retrouver le sens de pourquoi même on veut avoir cette conversation-là, pourquoi on insiste. Puis en fait, juste en nommant comme ça même, ça m'amène au sujet de la métacommunication. La métacommunication, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, que j'aide beaucoup les gens à utiliser, parce que ça peut faire toute la différence. La métacommunication, c'est communiquer sur le sujet de notre communication. Okay? Alors, on parle de comment on parle ensemble. Et c'est là que je vais pouvoir vraiment dire pourquoi j'insiste sur telle chose. Pourquoi ça fait 3 fois que je ramène ce sujet-là sur la table.
Qu'est-ce qui fait que je te pose une autre question, puis que je te demande encore une fois de revoir cette chose-là? Le pourquoi de comment on fait les choses ensemble, ça va souvent faire une différence. La métacommunication, ça peut aussi être, écoute, ça fait quelques fois qu'on parle de ce sujet-là, on n'arrive pas à avoir quelque chose qui est fructueux à la fin de nos échanges. Est-ce qu'on pourrait faire ça différemment? Est-ce qu'on pourrait faire ça avec d'autres personnes ou dans un autre endroit ou se donner plus de temps ou préparer un agenda d'avance? Comment voulons-nous discuter de nos affaires? Alors, c'est vraiment cette notion-là, j'appelle ça souvent aussi faire ça à froid. J'en ai parlé, je pense, la semaine dernière. Donc, de faire des conversations à froid. Pas quand on est dedans et que ça ne va pas, mais quand on sait que ça risque de le faire encore, de ne pas aller trop bien, bien, on en parle pour éviter les déraillements puis les dérapages, puis les frustrations, finalement. Donc, ce qu'on dit, c'est que si vous êtes employé et que vous voulez parler à votre supérieur hiérarchique, c'est votre job de trouver une bonne raison pourquoi il vous écouterait. Donc, c'est votre job de trouver la bonne raison. Ça, c'est un. Deux, quand vous parlez à vos employés, c'est votre job de créer de la dissension. Donc, les amener à vous dire ce qu'ils pensent parce qu'ils vont avoir un petit peu peur de vous. Et troisièmement, entre collègues, le truc que tu donnes, c'est d'amener le sens commun au projet qu'on a ensemble, et entre autres en utilisant la métacommunication. Absolument. Nos réactivités à l'autorité, c'est pas un petit pattern. Pour la plupart d'entre nous, c'est un assez gros pattern, et je veux juste vous dire que de prendre le temps de vraiment se donner des moyens si on veut les changer, ces patterns-là. Ralentir, venir chercher du coaching, avoir une communauté dans laquelle on est capable de parler de ça, c'est vraiment important parce que sinon, on répète les mêmes trucs, que ce soit en position d'autorité ou quand on a des patrons. On les répète, ça cause beaucoup de... ça nous tient petit, en fait, puis on n'a pas autant de liberté qu'on aimerait avoir. Donc, moi, c'est vraiment une invitation à pas hésiter à regarder ça, nos patterns, avec l'autorité, pour être capable de les dépasser, puis aller chercher plus de liberté pour soi.